Mes parents m'ont piégé et m'ont envoyé en prison pendant 3 ans pour un mensonge que je n'ai jamais raconté. Ils m'ont reproché l'accident de voiture qui a fait perdre son bébé à ma belle-sœur, quelque chose qui n'a jamais été mon intention. Ils pensaient que cette femme brisée resterait silencieuse, impuissante et oubliée derrière les barreaux. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Même maintenant, je peux encore entendre la voix de ma mère dans la salle d'audience, froide comme la glace, une vie pour une vie. Mon père hochait la tête à ses côtés, chuchotant, disparaît pour le bien du nom de famille. Mon jeune frère souriait d'un air narquois depuis la barre des témoins, tu lui dois bien ça, petite sœur. Chaque mot était calculé. Chaque larme était répétée. Ils m'ont dépeinte comme le monstre qui avait détruit leur futur petit-fils, tout cela juste pour garder ce qui me revenait de droit. J'ai rejeté chaque demande de visite pendant 3 ans. Je ne voulais pas voir leur visage. Je ne voulais pas entendre un autre mensonge. Les murs humides de la prison d'état de Liarendal sont devenus mon calendrier. Avec un ongle cassé, j'ai gravé ligne après ligne dans le béton. 1095 marques au total. Demain serait la dernière. Demain, je sors d'ici. L'air ici sent la rouille, le regret et l'attente. Mais demain, les portes s'ouvriront et tout changera. Avant de vous raconter comment tout a commencé et comment cela se termine, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez ceci. Je veux savoir qui écoute l'histoire du voyage d'une femme à travers la trahison familiale et le prix de la vérité. Parlez-moi d'une fois où quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a tourné le dos. Nous sommes tous ici pour la même raison, parce que certaines blessures ne guérissent jamais et que certaines dettes doivent être payées en totalité. Le jour de ma libération est le jour où chaque mensonge commence à se retourner contre son auteur. Ces derniers jours dans l'établissement correctionnel pour femmes près d'Atlanta semblaient sans fin. J'étais assise sur la couchette en métal froid, le matelas mince usé par des années d'utilisation. Avec le bord dentelé d'un ongle cassé, j'ai gravé une marque de plus dans le mur de béton humide derrière le cadre du lit. Ces marques étaient mon seul calendrier, droite, uniforme, sans émotion. 1095 lignes. Demain serait la dernière. Les souvenirs sont revenus sans prévenir, sans aucune pitié. Je suis Kazaya Vance, la femme qui a bâti Vance Cloud Solutions à partir de rien. Tout a commencé dans le garage de mes parents à Cascade Heights avec un ordinateur portable d'occasion et une idée de stockage cloud sécurisé adapté aux petites entreprises. J'ai travaillé sans relâche, sautant les soirées universitaires et refusant les voyages de week-end à Martha's Vineyard auxquels mes amis me suppliaient de participer. À 25 ans, j'ai décroché mon premier client payant. À 33 ans, l'entreprise était cotée en bourse, évaluée à 90 millions de dollars. Je possédais la majorité des actions, une partie issue d'une fiducie établie par mon grand-père à laquelle je ne pouvais pas toucher avant ma majorité, mais la plus grande partie avait été acquise par pur acharnement. J'ai signé chaque contrat majeur. J'ai représenté la marque à chaque réunion d'investisseurs. Tan, mon frère, de 4 ans mon cadet, n'a jamais accepté cette réalité. Il était intelligent et charismatique, mais il était impatient. En grandissant, il était le préféré de mes parents parce qu'il était le fils, l'héritier supposé de l'héritage Vance. Il parlait toujours comme si l'entreprise lui appartiendrait un jour, comme si je ne faisais que garder la place pour lui. J'entendais ses murmures à travers les portes closes. Je surprenais les regards de déception lors des dîners du dimanche quand mon père me regardait, souhaitant que je sois né homme. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute, mais je ressentais son ressentiment silencieux chaque fois que j'annonçais une croissance record. Chaque fois qu'un magazine technologique local publiait un profil m'appelant la reine de l'Atlanta Tech, il souriait et applaudissait, mais le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Puis Scylla est entrée dans sa vie. Elle était belle, vive et savait exactement ce qu'elle voulait. Ils se sont mariés rapidement après qu'elle soit tombée enceinte. Ma mère était ravie. Enfin, un petit-fils pour perpétuer la lignée. Elle m'a appelé, la voix pétillante, emmène Scylla à son examen prénatal pour moi, ma chérie. Je suis prise par la réunion des auxiliaires de l'église. J'ai accepté, comme je le faisais toujours. C'était le devoir de la fille aînée de la famille Vance. Ce jour-là, il pleuvait à verse, le genre d'averse implacable de Géorgie qui transforme l'île 85 en rivière. Je conduisais la Tesla de l'entreprise avec Scylla sur le siège passager, sa main posée sur son ventre. Au début, la conversation était légère, prénom de bébé, idée de chambre. Puis elle a dévié vers les affaires. Scylla a demandé de but en blanc, Tan a mentionné qu'il voulait retirer du capital pour un investissement personnel. Qu'en penses-tu ?
J'ai gardé un ton neutre. Nous sommes en pleine expansion de notre infrastructure de serveurs. Retirer des fonds maintenant ferait chuter le cours de l'action et nuirait à chaque actionnaire, y compris au compte de retraite de maman et papa. Scylla a souri d'un air narquois. Tu fais toujours passer l'entreprise avant la famille, n'est-ce pas? Tan est ton frère. Il mérite une plus grande part. La dispute s'est intensifiée. J'ai essayé de garder la voiture stable, mais elle ne lâchait pas prise. Elle m'a accusé d'être égoïste, de m'accrocher au pouvoir juste pour prouver quelque chose à nos parents. Sa voix a augmenté alors qu'elle gesticulait violemment. Dans le feu de la dispute, Scylla a soudainement bondi et a tiré brusquement sur le volant. La voiture a dévié instantanément. Les pneus ont fait de l'aquaplanage sur la chaussée mouillée, raclant la glissière de sécurité avec un crissement assourdissant. Les airbags se sont déployés, le pare-brise a éclaté. J'ai écrasé les freins, nous immobilisant au milieu des coups de klaxon du trafic environnant. Je me suis tourné vers elle, le cœur battant à tout rompre. Est-ce que ça va? Scylla serrait son ventre, le visage pâle. L'ambulance est arrivée rapidement. À l'hôpital, les médecins ont confirmé qu'elle avait perdu le bébé. Je suis restée stupéfaite dans le couloir, mais ce qui a suivi a transformé le choc en cauchemar. Scylla a dit à la police que j'avais dévié délibérément, en colère à cause du litige financier. Tan se tenait à ses côtés, lui tenant la main, me regardant avec un mélange de douleur feinte et de détermination. Mes parents se sont précipités à l'hôpital. Ma mère a serré Scylla dans ses bras, en sanglotant, puis s'est tournée vers moi avec une froideur dans la voix que je n'avais jamais entendue. Mon père n'a rien dit. Il a juste hoché la tête quand les officiers ont posé des questions sur les tensions familiales de longue date. Les images de la caméra de bord ont mystérieusement disparu. Plus tard, les tentatives de récupération ont montré que les fichiers avaient été complètement effacés, ne laissant aucune trace. Mes comptes professionnels et personnels ont été gelés suite à une ordonnance d'urgence déposée par Tan, invoquant un risque de dissipation des actifs dû à mon instabilité mentale. Sans accès au fonds, je n'ai pas pu engager un avocat privé de haut niveau. On m'a assigné un jeune défenseur public, débordé de dossiers, qui a à peine jeté un coup d'œil à mon dossier avant le procès. Le procès a duré 3 semaines à la Cour supérieure du comté de Fulton. Mes parents ont témoigné en tant que témoins clés. Ma mère a témoigné en pleurant, elle a toujours été jalouse de son frère, même quand ils étaient enfants. Mon père a ajouté, Kazuya contrôle l'entreprise de manière trop rigide. Elle n'a jamais donné de réelle chance à Tan. Scylla, dans un fauteuil roulant avec l'abdomen bandé, a pleuré en décrivant le moment où elle a senti la voiture se diriger délibérément vers la barrière. Tan la tenait, la voix tremblante, elle a attrapé le volant. J'en suis sûr. J'ai témoigné calmement, relatant les faits exactement comme ils s'étaient produits, mais je manquais de preuves physiques. Mon défenseur public a fléchi devant le front uni de la famille. Les jurés me regardaient avec suspicion, une femme d'affaires prospère soudainement déséquilibrée. Le juge m'a condamné à 3 ans pour homicide involontaire, assorti d'une ordonnance d'éloignement de l'entreprise pendant mon incarcération. Quand le marteau est tombé, je n'ai pas pleuré. Seul un vide glacial s'est propagé dans ma poitrine. L'impuissance, c'est tout ce qu'il restait. 3 ans. 3 ans pour que tout ce que j'avais construit soit démoli de l'intérieur. Le claquement sec des talons et le bruit plus sourd des chaussures de ville pour eux m'ont résonné dans le couloir de la prison. J'ai mis de côté le livre de poche usé que je faisais semblant de lire et j'ai attendu. La voix du gardien a grésillé dans l'interphone, dernière visite approuvée. Ils sont entrés dans la salle des visites en groupe répété, mes parents, Tan et Scylla. Ma mère avait choisi une robe bleu marine avec son collier de perles préféré. Mon père portait le costume anthracite qu'il réservait aux réunions du conseil d'administration. La cravate de Tan était parfaitement nouée, ses cheveux coiffés comme s'il se rendait à une séance photo. Scylla portait un petit bouquet de lys, son visage composé dans un masque de tristesse soignée. J'ai décroché le récepteur de mon côté du plexiglas. Mon père a parlé le premier, se penchant en avant avec ce ton autoritaire familier qu'il utilisait lors de la négociation de contrat. Kazuya, les documents sont prêts. Tu transfères la majorité des actions avec droit de vote à Tan et nous stabilisons tout. L'entreprise est en train de se vider de son sang en ton absence. La voix de ma mère vint ensuite, plus douce mais tout aussi calculée. C'est le seul moyen de protéger ce que ton grand-père a commencé. Les investisseurs sont nerveux. Une signature sauve des emplois. Elle sauve l'héritage. Tan a pris le téléphone.
Ses yeux ont rencontré les miens avec la même intensité qu'il avait montrée à la barre. Pense à la situation globale, petite sœur. Tu as toujours dit que Vance Cloud Solutions était plus grand qu'une seule personne. Scylla a pressé sa main libre contre la vitre. Après tout, tu le dois à la famille. Je tenais le récepteur mais je ne disais rien. Puis la porte de leur côté s'est rouverte. Amary Vance, mon plus jeune frère 25 ans, que j'avais licencié de son poste de directeur financier 18 mois avant mon arrestation pour ce qui semblait être des divergences de rapports mineurs, est entré. Il portait un costume gris impeccable, les cheveux coupés courts, ressemblant plus à un jeune cadre qu'à quelqu'un qui cherchait du travail depuis des années. Il s'est assis à côté d'eux sans me parler au début. Quand il a pris le téléphone, son ton était égal, presque détaché. La famille n'est pas toujours une question de qui a raison ou tort. Parfois, c'est une question de qui survit. Ses yeux se sont détournés des miens en disant cela. J'ai balayé leur visage du regard, les parents qui m'avaient enseigné l'ambition, le frère qui avait grandi dans mon ombre, la belle-sœur qui avait rejoint la famille il y a 5 ans. J'ai senti un mur se solidifier en moi. Je ne signerai pas, ai-je dit clairement dans le récepteur. Jamais. Considérez ceci comme un adieu. L'expression de mon père s'est transformée en pierre. La main de ma mère a volé à sa bouche. Tan a serré le téléphone plus fort. Amary a simplement reposé le récepteur sur son crochet sans un mot. Je me suis levé et je suis parti. Derrière moi, la voix de ma mère s'est élevée à travers la vitre, « Tu es en train de jeter tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Le lendemain matin a apporté le ciel couvert habituel et la légère humidité de Géorgie. Les portes de la prison se sont ouvertes ponctuellement. À l'extérieur, une petite foule de journalistes s'était rassemblée, des journalistes technologiques de l'Atlanta Business Chronicle, une équipe des informations locales, et même quelqu'un d'une chaîne financière qui avait pris l'avion pendant la nuit. Les appareils photos ont cliqueté alors que je sortais en jean et pull simple, ne portant rien d'autre qu'un sac en plastique transparent contenant mes effets personnels autorisés. Mes parents étaient à l'avant avec Tan, tenant des roses blanches, leur visage préparé dans un soulagement plein d'espoir pour les objectifs. Ma mère s'est avancée la première, les bras ouverts. « Ma chérie, nous sommes si heureux que tu sois à la maison. » J'ai continué à marcher. Je suis passé juste devant elles sans changer d'allure ni croiser leur regard. Les roses sont restées tendues, intouchées. Une Bentley noire rutilante a glissé vers le trottoir. La portière arrière s'est ouverte de l'intérieur. Sterling Blackwood est apparu 34 ans, diplômé en droit de Harvard, connu pour démanteler les affaires de fraude d'entreprise et ne jamais perdre une bataille de conseil d'administration. Il avait rejeté les tentatives de Tan de l'embaucher 3 fois au cours des 2 dernières années. « Mademoiselle Vance », a-t-il dit, assez fort pour que les microphones à proximité captent ses paroles. « Votre voiture vous attend. » Je me suis glissé sur le siège arrière. L'intérieur sentait le cuir neuf et un parfum discret. La portière s'est refermée avec un bruit sourd et hermétique qui a étouffé le soudain barrage de questions. À travers les vitres teintées, j'ai vu la scène changer. Les reporters se sont détournés de ma famille vers la voiture, criant des questions sur qui venait me chercher et ce que cela signifiait pour l'action de Vance Cloud Solutions. Les bras de ma mère sont retombés le long de son corps. La mâchoire de mon père bougeait en silence. Tan fixait la plaque d'immatriculation de la Bentley comme s'il la prenait par cœur. Sterling s'est installé au siège conducteur, il avait insisté pour conduire lui-même aujourd'hui. Le Pantouz est prêt. L'équipe attend. Je me suis appuyé contre l'appui-tête, sentant l'accélération fluide nous éloigner du trottoir. Prends le chemin le plus long, ai-je dit. Je veux revoir la ville. La voiture s'est insérée dans le trafic. Derrière nous, mon ancienne famille restait entourée de caméras, leur séance photo de réconciliation s'effondrant en temps réel. Je n'ai pas regardé en arrière longtemps. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du Pantouz de Midtown surplombant Piedmont Park. Je suis entré dans l'appartement qui avait été préparé et approvisionné il y a des semaines, et la porte s'est refermée derrière moi avec une finalité qui a résonné dans ma poitrine. L'air sentait le propre, la cire de citron et le linge frais, rien à voir avec le béton rassis que j'avais respiré pendant 3 ans. J'ai laissé le petit sac en plastique contenant mes affaires de prison sur le comptoir en marbre et je suis allé directement à la salle de bain. La douche avait 6 pommes de pluie et une douchette, tout en chrome et vert. J'ai mis l'eau aussi chaude que je pouvais le supporter et je suis resté dessous pendant ce qui m'a semblé des heures, me frottant avec un savon au parfum de cèdre jusqu'à ce que ma peau soit à vif. La vapeur montait épaisse,
lavant l'odeur de désinfectant institutionnel qui s'était accrochée à mes cheveux et à mes pores. J'ai regardé l'eau grise tourbillonner dans le siphon et je me suis demandé si la rage pouvait être lavée aussi facilement. Quand je suis enfin sorti, enveloppé dans un épais peignoir blanc, Sterling Blackwood et Odessa Rod m'attendaient dans le salon. Une table en acajou avait été dressée avec des piles de documents ordonnés, 2 ordinateurs portables ouverts et une cafetière fumante. Odessa 61 ans, cheveux argentés, regard perçant était une ancienne procureure devenue une puissance du monde des affaires. Elle s'est levée quand je suis entré. Sterling est resté assis, regardant quelque chose sur son écran. « Bon retour chez vous, mademoiselle Vance », a dit Odessa d'une voix ferme et professionnelle. Nous avons beaucoup à discuter. Je me suis versé du café dans une vraie tasse en céramique, la première depuis des années, et je me suis assise face à eux. Le liquide était noir et intense, il m'a brûlé la langue de la meilleure façon possible. Sterling a fait glisser le premier dossier vers moi. Révocation de la procuration d'urgence déposée par votre frère, invoquant une incompétence mentale. Nous la contestons pour motif de fraude et manque de preuves médicales. Votre signature ici réactive immédiatement votre statut d'actionnaire majoritaire. J'ai signé sans hésiter. Le stylo semblait étrange dans ma main, trop fluide, trop cher. Odessa a placé le deuxième document devant moi. Motion d'urgence pour un audit médico-légal et un gel temporaire des avoirs. Cela va à la Cour supérieure cet après-midi. Cela empêche tout nouveau transfert de fonds de l'entreprise jusqu'à la conclusion de l'audit. J'ai signé cela aussi. Puis est venue la résistance. Le téléphone de Sterling a vibré. Il a répondu, a écouté et a froncé les sourcils. La Banque nationale résiste. Il cite le gel existant mis en place par TAN et veulent 24 heures pour examiner les ordonnances contradictoires. Les yeux d'Odessa se sont plissés. Ils auront 4 heures. Déposez la motion ex parte maintenant. Le juge Harrison me doit une faveur depuis l'affaire Meridian. Pendant que Sterling tapait furieusement, Odessa a sorti une petite clé USB noire de sa mallette. Pas d'étiquette, juste un M écrit à la main à l'encre bleue sur un côté. C'est la sauvegarde, a-t-elle dit doucement. L'original a été détruit et effacé d'un serveur à Buckhead il y a 17 mois. Notre équipe médico-légale a mis tout ce temps pour reconstruire des fragments à partir de sauvegardes externes et de chaînes de mails supprimées. Tout est là. Communications internes, transferts offshore, sociétés écrans enregistrées au Caïman assez pour prouver un détournement de fonds systématique. J'ai pris la clé. Elle était plus légère que ce à quoi je m'attendais. 3 ans de travail minutieux de quelqu'un réduit à 8 grammes de plastique et de silicium. Sterling a terminé son appel. Motion déposée. Audience dans 2 heures. La banque obtempérera ou fera face à une plainte pour outrage au tribunal. J'ai branché la clé USB dans l'ordinateur sécurisé qu'il m'avait fourni. Les fichiers se sont ouverts dans des dossiers nets, des feuilles de calcul avec des dates et des montants, des fils de discussion par email entre TAN et des comptes inconnus, des factures pour des services qui n'ont jamais existé. Des millions détournés lentement, soigneusement, au fil des ans. Mon estomac s'est noué, non par choc, mais par la précision de tout cela. Ce n'était pas une impulsion, c'était un plan. Mon téléphone, le nouveau que Sterling m'avait donné dans la voiture, a vibré avec des notifications, des mentions sur les réseaux sociaux et des alertes de presse. Je les ai ignorées. À l'autre bout de la ville, au Georgia World Congress Center, le sommet national de la technologie battait son plein. 800 participants dans le hall principal, un flux en direct pour des milliers d'autres. TAN était sur scène dans un costume bleu marine, en pleine présentation de la nouvelle suite de sécurité d'entreprise de Vance Cloud Solutions. La diapositive derrière lui montrait des chiffres de croissance des revenus projetés que je n'avais jamais autorisés. Il a pointé avec confiance l'annonce d'un partenariat avec Pacific Data Systems, un accord de 50 millions de dollars qui aurait été le plus important de l'entreprise à ce jour. Le public a applaudi alors qu'il invitait leur PDG sur scène pour la signature cérémonielle. TAN a sorti la carte noire en titane de l'entreprise limite illimitée et l'a tendue au serveur qui avait apporté du champagne pour le toast. Le terminal portable a bipé une fois, refusé. Il a fait passer cela pour un problème technique et a réessayé. Deuxième bip, refusé. La troisième tentative a provoqué des murmures au premier rang. Son téléphone a vibré contre sa cuisse. Il s'est écarté pour répondre, le visage toujours souriant pour les caméras. Monsieur Vance, c'est le département de conformité de la Banque nationale. Tous les comptes d'entreprise ont été gelés par ordonnance du tribunal, avec effet immédiat.
Aucune transaction ne sera autorisée jusqu'à nouvel ordre. La couleur a quitté son visage sous les projecteurs de la scène. Le public a bougé inconfortablement. Quelqu'un à l'arrière a commencé à enregistrer avec son téléphone. Le PDG de Pacific Data a arrêté sa poignée de main à mi-chemin, un regard suspect sur le visage. Tan a essayé de sauver la situation, plaisantant sur des difficultés techniques, mais le moment était brisé. Les partenaires ont échangé des regards. Les investisseurs ont vérifié leur téléphone. En quelques minutes, Vance Cloud Crisis était en tête des tendances. De retour aux Penthouse, j'ai fermé l'ordinateur. Le café était devenu froid. Odessa a rassemblé ses papiers. Le gel affecte également les comptes personnels liés au fonds de l'entreprise. Carte de crédit, ligne de crédit tout. J'ai hoché la tête. Pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti quelque chose comme du contrôle. Sterling s'est levé. Nous surveillerons les retombées. Demain, si nécessaire, nous rendrons cela public. Je me suis approché de la fenêtre. En bas, les lumières de la ville scintillaient au loin. Ma ville, mon entreprise, ma vie, tout se remettait en place morceau par morceau. Soigneusement, la clé USB trônait sur la table comme une petite bombe noire, attendant le bon moment. La lumière du matin frappait tout juste le Penthouse lorsque le téléphone de Tan s'est mis à vibrer incessamment sur sa table de chevet. Il l'a ramassé d'un air endormi, plissant les yeux vers l'écran. 47 appels manqués. Des messages de son assistante, des membres du conseil d'administration et des investisseurs, tous marqués urgents. Le premier message de son assistante de direction disait « Appelle immédiatement ». Les dossiers médicaux ont fuité. Il a ouvert le lien qu'elle avait envoyé un document numérisé du Grady Memorial Hospital daté de 3 semaines avant l'accident. Diagnostic, fausse couche spontanée due à un stress professionnel prolongé. Aucune mention de traumatisme. La signature de Sila sur les papiers de sortie, reconnaissant la perte. Son cœur a sombré. Il a continué à faire défiler. Le fichier avait été soumis comme preuve dans la motion d'audit d'urgence déposée hier, puis repris par les médias pendant la nuit. Les titres étaient déjà en ligne, la femme du PDG de Vance Cloud Solutions a perdu sa grossesse avant l'accident présumé. Des doutes surgissent sur la condamnation de la fondatrice. Tan a repoussé les draps et a couru à la cuisine où Sila se versait du café. Elle s'est retournée, souriante au début, puis s'est figée en voyant son visage. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il lancé brusquement, lui tendant le téléphone. Sila a jeté un coup d'œil à l'écran et a posé sa tasse avec précaution. Tan, réponds-moi. Tu as perdu le bébé avant l'accident. Elle a croisé les bras. Oui. Il a senti la pièce tanguer. Et tu m'as laissé. Tu nous as tous laissé témoigner que Kazaya en était la cause. La voix de Sila est restée ferme. Tu voulais qu'elle parte. L'entreprise t'échappait des mains. J'ai vu une opportunité. Une opportunité? Son cri a résonné sous les hauts plafonds. Tu as envoyé ma sœur en prison pendant 3 ans pour un mensonge. Notre mensonge, a-t-elle corrigé froidement. Tu y as cru parce que tu voulais y croire. Tu avais besoin qu'elle soit hors de portée pour prendre le contrôle. Il a fait les 100 pas sur le sol en marbre, passant ses mains dans ses cheveux. Le conseil d'administration se réunit en session d'urgence aujourd'hui. Les investisseurs retirent leurs offres. Cet accord sur les données du Pacifique est mort. Sila retourna à son café. Alors répare ça. Nie-le. Dis que les dossiers sont des faux. Ce ne sont pas des faux. Ils viennent de Grady. Ton médecin, ta signature. Il s'arrêta devant elle. Comment as-tu pu me regarder dans les yeux chaque jour en sachant cela? Pourquoi n'as-tu jamais posé la question, dit-elle simplement. Tu étais trop occupé à célébrer ton nouveau titre. Le silence s'alourdit entre eux. Dehors, un hélicoptère de presse survolait le quartier de Buckhead. Le téléphone de Tan sonna de nouveau, le nom de son père s'affichant sur l'écran. Il l'ignora. Tu n'es pas la victime ici, dit-il. Toi non plus, répliqua Sila. Nous voulions tous les deux la même chose. J'ai juste fait en sorte que cela arrive. Il la dévisagea, voyant enfin le calcul derrière le beau visage qu'il avait épousé. Dehors. Sors d'ici. Quoi? Fais tes bagages. Je veux que tu sois parti d'ici ce soir. Sila eut un rire amer. Avec quel argent? Tes comptes sont gelés aussi,
tu te souviens. Il n'avait pas de réponse à cela. De l'autre côté de la ville, dans le centre d'Atlanta, le hall de Vance Cloud Solutions bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Le personnel chuchotait en petits groupes. La sécurité aux portes avait doublé. Je suis entré dans la salle de conférence exécutive où un petit groupe de presse attendait, 3 caméras, une demi-douzaine de reporters de médias locaux et Bloomberg. Odessa m'avait conseillé d'être brève et factuel. Pas d'émotion. Je me suis avancé vers le podium dans un simple blazer noir, les cheveux attachés. Les flashs crépitèrent. Merci d'être venu si vite, commençai-je d'une voix ferme. En tant qu'actionnaire majoritaire et fondatrice de Vance Cloud Solutions, j'annonce un audit médico-légal indépendant de toutes les finances de l'entreprise, avec effet immédiat. Cet audit sera mené par un cabinet extérieur avec la pleine coopération des forces de l'ordre si nécessaire. Les questions fusèrent instantanément. Mademoiselle Vance, qu'en est-il des rapports médicaux publiés hier soir? Est-ce lié à la gestion de votre frère? Des poursuites pénales sont-elles envisagées? Je levai la main. Certains documents ont été mis au jour, soulevant de graves questions sur les événements ayant mené à ma condamnation injustifiée. La vérité éclatera par les voies appropriées. D'ici là, je reprends mon rôle de présidente. Mon objectif est de protéger cette entreprise et les milliers d'employés qui en dépendent. Un journaliste insista. Pensez-vous que votre famille vous a piégé délibérément? Je regardai directement la caméra. Les preuves parleront d'elles-mêmes. La justice finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Je m'éloignai du podium après exactement 8 minutes. Pas d'autres questions. Odessa escorta la presse vers la sortie. Ensuite, Sterling me remit de nouveaux rapports imprimés. Les mentions sur les réseaux sociaux montaient en flèche. L'action avait chuté de 12% à l'ouverture mais s'était stabilisée après mon annonce. Le conseil d'administration veut un vote d'urgence sur la transition de la direction, dit-il. Qu'il l'est, répondis-je. Nous serons prêts. De retour dans le Penthouse ce soir-là, je me tenais près de la fenêtre. Mon téléphone affichait des appels manqués du numéro de ma mère 23 au total. Je ne répondis pas. Les mensonges s'effilochaient plus vite qu'ils n'avaient été tissés. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui en payais le prix. Le trafic de l'après-midi bourdonnait dans les rues bordées d'arbres de Buckhead alors que 2 camions de déménagement et le SUV d'un huissier de justice s'arrêtaient devant les grilles du vaste domaine Vance. Je sortis de l'escalade avec Sterling Blackwood à mes côtés, l'avis d'expulsion bien net dans sa main. La maison 6 chambres, piscine à débordement, salle de cinéma était titrée uniquement à mon nom depuis avant l'installation de mes parents il y a 20 ans. C'était un bien prémarital que le tribunal avait reconnu sans contestation. Les grilles s'ouvrirent électroniquement. Mes parents, Tim et Scylla, étaient sur les marches du perron avec des valises déjà emballées à leurs pieds. Ma mère serrait une petite boîte à bijoux. Mon père tenait une simple housse à vêtements. Le visage de Tim était gonflé par le manque de sommeil. Scylla gardait les yeux fixés au sol. L'officier de justice lut l'ordonnance à haute voix, évacuation immédiate des lieux. Vêtements personnels et articles de toilette uniquement. Tous les meubles et articles achetés avec les fonds de l'entreprise doivent rester. Ma mère fut la première à craquer. Elle lâcha la boîte à bijoux et courut vers moi, les bras tendus. « Bébé, s'il te plaît. C'est notre maison. Pense à la santé de ton père. » Sa voix se brisa en sanglots. « Oh, ma fille, murmura-t-elle dans la langue de mon enfance, la langue des berceuses et des histoires du soir. » Mon père resta rigide, mais ses mains tremblaient à ses côtés. L'homme qui avait bâti des conseils d'administration et conclu des transactions de plusieurs millions de dollars ne pouvait pas croiser mon regard. Tim s'avança. « Kazaya, réfléchis à ce que tu fais. Ce sera partout aux informations. » L'action de l'entreprise. « C'est déjà partout aux informations, dis-je calmement. » Amari arriva alors dans son Audi. Il se gara et remonta lentement l'allée, les mains dans les poches. Pour quiconque regardait, il ressemblait au jeune fils inquiet essayant de servir de médiateur. Il posa une main sur l'épaule de ma mère. Elle est en colère pour le moment. Donne-lui de l'espace. Puis il me dit d'une voix douce, « Petite sœur, tu devrais peut-être te calmer un peu. Ils sont toujours nos parents. » Ses yeux rencontrèrent les miens une seconde de plus que nécessaire, stable, complice. Tim s'agenouilla sur les marches de pierre. « Amari, parle-lui. Tu es le seul qu'elle pourrait écouter. »
Mon plus jeune frère le regarda avec une expression illisible. « Tu as fait tes choix, dit-il simplement, puis il se détourna. Scylla finit par parler, la voix amère. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas ?» Je ne répondis pas. Des voisins avaient commencé à se rassembler derrière les grilles. Des cadres de la tech, des médecins, le genre de personnes qui privilégiaient l'intimité avant tout, mais les téléphones étaient sortis, filmant. Une camionnette de Chanel 5 s'arrêta, la caméra tournant depuis la rue. Les déménageurs commencèrent à sortir les articles marqués, des œuvres d'art achetées sur les notes de frais de l'entreprise, les appareils de cuisine italiens sur mesure, l'équipement de gym facturé comme un programme de bien-être pour cadres. Ma mère s'effondra sur les marches, sanglotant dans ses mains. Mon père finit par bouger pour l'aider à se relever, mais ses jambes semblaient instables. Tin resta à genoux jusqu'à ce que Sterling lui suggère poliment de se lever pour les officiers. 30 minutes plus tard, ils étaient devant les grilles avec 3 valises et 2 sacs de sport, les seuls articles dont ils pouvaient prouver l'achat avec des fonds personnels. Les grilles se refermèrent électroniquement derrière eux. De l'autre côté de la rue, une voisine à qui j'avais fait signe pendant des années enregistrait avec son téléphone. À la tombée de la nuit, les vidéos circulaient dans les groupes de quartier, puis sur Twitter et les sites d'information locales. La famille Vance expulsée, la vengeance d'une fondatrice de la tech devinrent les titres. Je regardais depuis l'entrée les camions s'éloigner. La maison semblait soudainement vide, les échos résonnaient. Amaury fut le dernier à rester. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il calmement une fois que les autres furent hors de portée de voix. J'acquiesçai d'un signe de tête. Il me serra brièvement le bras, le seul contact physique que nous ayons eu depuis des années. Puis il marcha vers sa voiture. Le soleil se coucha derrière les pins de Géorgie, teintant le quartier d'or. À l'intérieur, les déménageurs terminaient. Je me tenais seul dans le foyer qui sentait encore légèrement le parfum de ma mère. Le silence était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Pour la première fois, je me demandais si la vengeance ressemblait à une victoire ou simplement à une autre forme de perte. La salle du conseil d'administration au siège de Vance Cloud Solutions, dans le centre d'Atlanta, semblait plus lourde que d'habitude, l'air chargé d'une tension tacite. J'étais assise en bout de la longue table de verre, la ligne d'horizon de la ville visible à travers les fenêtres du sol au plafond derrière moi. Les 12 membres du conseil étaient présents, certains en personne, d'autres par vidéoconférence depuis San Francisco et Londres. Personne ne parlait en attendant que je commence. J'ouvris la réunion d'urgence par une simple déclaration, « Nous sommes ici pour aborder les irrégularités financières et de direction découvertes lors de l'audit en cours. » Odessa Rhodes se tenait à mes côtés, projetant la première diapositive, une chronologie de transactions suspectes remontant à 3 ans. L'ambiance dans la salle devint inconfortable. La porte s'ouvrit. Amaury entra avec un épais dossier accordéon, son expression calme mais déterminée. Il le posa sur la table avec un bruit sourd qui sembla résonner. « Avec la permission du conseil, dit-il, j'aimerais présenter des preuves supplémentaires. » Quelques membres échangèrent des regards. Amaury avait été invité comme observateur, ses parts provenant de la fiducie de sa mère lui en donnaient le droit. Mais personne ne s'attendait à cela. Il ouvrit le dossier et commença à étaler des documents, courriels imprimés, relevés bancaires, factures signées pour des services de conseil inexistants, comptes offshore aux îles Caïmans liés à des sociétés écrans, paiement à un détective privé qui m'avait suivi avant l'accident, pot de vin au technicien de la caméra embarqué, de petites sommes acheminées via des cartes cadeaux et des applications de paiement. J'ai commencé à compiler cela le jour où Casia m'a licencié, dit doucement Amaury. Ces petites erreurs comptables n'étaient pas aléatoires. Elles étaient les premiers signes d'un détournement de fonds systématique. J'ai fait semblant de rester neutre avec la famille pour garder mon accès. À chaque dîner du dimanche, à chaque fête, j'ai documenté ce que je pouvais. Il me regarda dans les yeux un bref instant. Ce jour-là, j'ai choisi son camp. J'avais juste besoin de temps pour prouver pourquoi. La salle explosa de questions. Un directeur de fonds de capital risque exigea une vérification. Odessa confirma la chaîne de possession, tout avait été numérisé de manière médico-légale avec des horodatage intacts. Je laissai la discussion se poursuivre pendant 10 minutes avant d'appeler au vote. Motion pour révoquer Tin Vance de toutes ses fonctions avec effet immédiat et transmettre les conclusions aux autorités fédérales. Les mains se levèrent une par une unanimes. Tin n'était pas présent, on lui avait demandé de rester à l'écart pendant la durée de l'enquête, mais sa révocation devint officielle à la fin de l'heure. Des mois passèrent dans un tourbillon de dépositions et de procédures de communication de pièces.
Le bureau du procureur des États-Unis reprit l'affaire, fraude électronique, détournement de fonds, parjure, complot. Le procès dura 6 semaines au tribunal fédéral d'Atlanta. Les procureurs dépeignirent un tableau clair, la cupidité déguisée en loyauté familiale. Mes parents acceptèrent un accord de plaidoyer pour réduire leur peine, 18 mois chacun pour parjure et complot en vue de commettre une fraude. Ils évitèrent la prison au-delà de ce qu'ils avaient déjà purgé en attendant le procès, mais ils perdirent tout leur droit de vote dans la fiducie de l'entreprise. Le rôle de Scylla dans le déclenchement de la fausse accusation lui valut 5 ans de mise à l'épreuve et un casier judiciaire permanent. Tim se battit plus durement. Sa défense affirma qu'il s'agissait d'une stratégie commerciale agressive mais légale. Le jury n'y crut pas coupable sur tous les chefs d'accusation. 10 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pendant 7 ans, plus une restitution de 12 millions de dollars, le montant tracé directement vers ses stratagèmes. J'étais assise au premier rang chaque jour du prononcé de la peine. Ma mère pleura silencieusement quand son nom fut appelé. Mon père regardait droit devant lui, son visage comme un masque. Scylla ne regardait personne. Quand vint le tour de Tim, le juge énuméra les charges, détournement de fonds, fraude électronique, complot en vue de commettre un parjure dans la condamnation injustifiée de quasi-avance. Tim se tourna enfin vers moi alors que l'huissier s'approchait pour le menotter. Sa bouche forma mon nom, mais aucun son ne sortit. Je soutins son regard sans ciller. La confusion, la colère, la supplication, tout y était. Mais la mienne aussi. 3 années perdues, une entreprise presque détruite, une confiance brisée au-delà de toute réparation. Ils l'emmenèrent en dernier. Les portes de la salle d'audience se refermèrent avec une finalité pesante. Dehors, les reporters attendaient, mais je m'éclipsai par une sortie latérale avec Odessa. La pluie de Géorgie avait recommencé, douce et régulière. Dans la voiture, elle me demanda si je voulais faire une déclaration. Non, dis-je. Le verdict parle de lui-même. Je regardais le tribunal s'éloigner dans le rétroviseur. Un tourbillon d'émotions s'agitait en moi, un soulagement vide, quelque chose comme un deuil pour la famille qui n'existait plus, mais surtout de la détermination. Les mensonges avaient eu leur jour. Enfin, la vérité avait son tour. 1 an plus tard, j'étais assise dans la salle des visites de l'institution correctionnelle fédérale d'Atlanta. Le plexiglas entre nous était rayé et trouble à cause d'innombrables conversations. Tim avait l'air différent. La combinaison orange flottait sur un corps qui avait perdu du poids. Ses cheveux étaient coupés courts, ses yeux cernés par la fatigue. Il décrocha le téléphone de son côté avec des mains qui ne portaient plus la lourde montre que j'avais vue sur les photos de famille. Je décrochai mon récepteur. Il parla le premier, la voix rauque. Merci d'être venu. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je ne dis rien, attendant. Je sais je suis désolé et ne répare rien, continua-t-il. Mais j'ai eu le temps de réfléchir, beaucoup de temps. Il fit une pause, cherchant mon visage à travers la vitre. Maman et papa demandent de tes nouvelles dans chaque lettre. Ils veulent savoir si tu vas bien. Je gardai une expression neutre. Tim se pencha plus près. L'entreprise va bien. Je lis les rapports trimestriels qui arrivent à la bibliothèque de la prison. Amari assure en tant que PDG. J'acquiesçai d'un signe de tête. Il déglutit difficilement. Je n'attends pas de pardon. J'avais juste besoin de te voir pour te le dire en face. Finalement, je parlais, la voix basse et égale. Il n'y a pas de pardon. Ni pour toi, ni pour maman ou papa. Le lien du sang est rompu légalement, émotionnellement et complètement. J'ai changé de nom sur tous les documents il y a des mois. Vous êtes des étrangers maintenant. Son visage s'effondra, mais il ne détourna pas le regard. J'ai transféré la pleine propriété et le contrôle de Vance Cloud Solutions à Amari, continuai-je. Il est le seul à avoir choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile, l'éthique plutôt que la pression familiale. Il l'a mérité. Les articulations de Tim devinrent blanches sur le téléphone. Je mérite ça. Oui, dis-je, tu le mérites. Le silence s'étira entre nous, rempli seulement par des voix lointaines dans d'autres boxes. Quand le garde signala la fin du temps, Tim pressa sa paume contre la vitre. Je raccrochai sans attendre le reste. Alors que je sortais dans l'air sec de Géorgie, je sentis le poids que j'avais porté pendant 4 ans se déplacer. Il n'avait pas disparu, mais il était différent. Plus léger, peut-être. 3 années volées, une jeunesse qui ne reviendra pas.
Le stress de la prison avait fait ses ravages, les médecins ont confirmé que le traumatisme était trop profond pour que je puisse probablement un jour avoir mon propre enfant. La confiance en ma famille d'origine était brisée de façon irréparable. Mais refuser de pardonner n'est pas une faiblesse. C'est une protection. C'est choisir de garder ce qui reste de moi-même au lieu de le remettre pour qu'il soit à nouveau brisé. La cupidité peut détruire une famille de l'intérieur, transformant l'amour en levier et la loyauté en fardeau. Cela commence petit du ressentiment pour des parts, des chuchotements sur l'héritage puis cela grandit jusqu'à ce que les gens justifient n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils estiment leur être dû. La vraie loyauté n'est pas automatique avec l'ADN. Elle se choisit. Amari l'a prouvé en risquant tout pour défendre ce qui était juste quand cela lui coûtait le plus. Je conduisis vers l'ouest, vers la ville, la silhouette d'Atlanta s'élevant au loin. L'entreprise prospère sous une nouvelle direction. Je conseille quand c'est nécessaire, mais surtout, je construis quelque chose de plus petit, quelque chose qui est purement à moi. Certaines pertes sont permanentes. Certaines décisions nous définissent pour toujours. Mais la survie, la vraie survie signifie décider qui peut rester dans votre vie et qui ne le peut pas, et vivre avec cette décision sans excuse. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville m'écoutez-vous? Merci infiniment pour votre soutien si doux. J'attends vos commentaires sur l'histoire avec impatience. Sur l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a tellement d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.